Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, au programme, une surconsommation d'écran, évidemment, ça peut mener à des résultats scolaires dégradés si on n'y prend pas garde. Heureusement, notre famille tout écran a des solutions. Focus à suivre avec notre partenaire, le Clémy. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous emmener sur les traces en réalité augmentée du duo d'artistes absolument incroyable, Claire Barden et Adrien Mondo. Tout à fait, un duo d'artistes qui accompagne des projets donc, de livres ou d'affiches en réalité augmentée, d'installations immersives, de chorégraphie. Vous allez voir, c'est magique. Magie, évidemment, dans un instant avec Jeanne. Notre question du jour. 85% des étudiants et étudiantes se disent inquiets face à l'avenir. Alors les initiatives se multiplient pour lutter contre l'éco-anxiété des jeunes. Le match du siècle en fait partie. Une expérience collective où on se projette en 2050. Émission en immersion avec celle qui crée de nouveaux possibles pour le futur. Celle qui crée ces futurs, c'est vous, Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change. Et c'est vous qui portez ces ateliers, le match du siècle. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et on va parler dans notre match, dans notre focus, comment arbitrer le match consommation d'écran contre résultats scolaires. C'est une question qui se transforme souvent en période de négociation entre parents et enfants. Comment la famille tout écran va-t-elle la régler, cette question ? Eh bien, c'est justement tout de suite la réponse avec le Clémy. Théo ? Oui. Tu sais ce que c'est, ça ? Un panier de courses, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça, mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes, et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul, Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Bien. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous, les parents. Ouais, vous aussi, vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi, ma chérie. Et oui, on peut toutes et tous, à un moment donné, être aussi intoxiqués par les écrans et devoir savoir s'en séparer. Sophie, je crois que, justement, vous nous disiez que ça faisait référence à une expérience un peu personnelle aussi. Oui, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans. Donc effectivement, le sujet de limiter, trouver le juste équilibre sans complètement interdire, c'est pas facile. Ouais. Mais j'ai bien aimé le sujet, côté exemplaire, d'être exemplaire, parce que c'est vrai qu'on peut pas interdire ou limiter en étant soi-même collé à son téléphone. Donc, ouais. Exemplarité bien ordonnée commence parfois par soi-même en matière d'écran. Allez, tout de suite, on va embarquer pour 2050 avec le match du siècle. C'est le talk, première partie. Et pour parler justement de cette façon dont on ouvre les futurs et les possibles, je suis en plateau avec Jeanne Dreyfus, bien évidemment, mais aussi avec Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change. Sophie, si je vous dis 2050, vous me répondez quoi ? C'est quoi ? C'est un mauvais remake du jour d'après ou ça peut être aussi des lendemains qui chantent ? J'ai envie de vous répondre des lendemains qui chantent, mais ça commence maintenant. Ouais. Il y a urgence à les faire chanter, ces lendemains. L'urgence, elle est aussi là parce qu'il y a ce sentiment d'éco-anxiété qui est extrêmement prégnant pour les jeunes. On rappelle ce chiffre, 85% des étudiants et des étudiantes qui se disent inquiets face à l'avenir. L'urgence, elle passe par quasiment de la survie pour ces adolescents, pour ces étudiants, pour ces étudiantes qui ont besoin de construire aussi ce futur.
Oui, c'est ça. En fait, si on revient sur cette notion d'éco-anxiété, donc c'est l'anxiété ressentie face aux enjeux climatiques, au réchauffement climatique notamment, aux enjeux écologiques. Et c'est un mix de sentiments d'impuissance, l'impression qu'à son échelle, on ne peut rien faire, d'urgence. Donc effectivement, face à l'ampleur des sujets, l'urgence d'agir très vite. Le GIEC nous appelle à faire inverser la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre dans les 3 ans. Donc, donc il y a vraiment cette notion d'urgence. Parfois, derrière cette éco-anxiété, il y a aussi un sentiment de solitude, où on ne se sent pas forcément entendu, compris dans son entourage proche. Mais en même temps, ce n'est pas une maladie, l'éco-anxiété. Le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est de lutter contre, c'est d'agir contre, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Donc, effectivement, c'est un sentiment qui est très prégnant chez les jeunes, mais pas que. Absolument, le meilleur remède en matière de peur du futur, d'éco-anxiété, c'est donc l'action et c'est finalement le mode que vous avez choisi chez Ticket for Change. Alors, on va peut-être d'abord rappeler ce qu'est Ticket for Change. C'est une communauté d'acteurs qui ont envie de se dire que le changement, ça peut nous inspirer, mais ça peut inspirer littéralement toutes les couches de la société. Ouais. En fait, donc on parle là de prise de conscience, effectivement, de l'urgence, de l'importance des enjeux écologiques, mais aussi sociaux. On traverse aussi des crises sociales, économiques. Nous, notre conviction chez Ticket for Change, c'est qu'on a un levier puissant et peut-être pas assez encore exploité, qui est en fait notre vie professionnelle, notre travail. Il faut savoir qu'on passe en moyenne 80 000 heures de notre vie à travailler et qu'on est payé pour faire quelque chose, pour contribuer à un projet de société. Donc, nous, depuis 8 ans, on accompagne des personnes qui veulent mettre leur travail au service de la transition écologique et sociale. Donc, envie de passer à l'action via leur activité professionnelle, mais qui ne savent pas forcément comment, vers quoi s'orienter ou se réorienter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de voies professionnelles à impact. On peut bien sûr trouver un emploi salarié dans une entreprise qui contribue sur ces enjeux-là. On peut aussi choisir de transformer son entreprise de l'intérieur en essayant d'initier des initiatives, de mettre en place des initiatives à l'intérieur. Donner l'impulsion, tout. Voilà, donner l'impulsion, réduire les déchets, penser des projets sans plastique. Enfin, il y a plein d'exemples. Ou encore, peut-être que certains ont des idées de projets, donc d'entreprises à impact, d'entreprises qui proposent des nouvelles solutions face à ces enjeux, encore une fois, sociaux ou environnementaux. Et puis vous le dites assez simplement chez Ticket for Change, en effet, on passe 80 000 heures de notre vie à travailler. C'est donc un des leviers clés pour faire bouger les choses sur ses choix professionnels, déterminant la diversité de ses carrières. Justement, on en parlait il y a un instant. Vous avez donc, je rappelle les chiffres, accompagné près de 120 000 personnes en 8 ans. C'est énorme. Et parmi ces 120 000, 43% aujourd'hui sont engagés dans Carré Impact. Donc, il faut aussi reconnaître que ça peut être long aussi de faire une transition professionnelle ou qu'on peut passer par différentes étapes. Mais oui, 120 000, on en est à la fois fiers et en même temps, c'est peut-être pas encore assez. Donc, nous, notre rêve, c'est que en fait, ces choix professionnels dits à impact ne soient pas une voie atypique, même si je pense que ça l'est de moins en moins, mais vraiment une norme. On va parler d'école, mais que ça soit carrément en fait une brique pédagogique, cette formation aux enjeux de la transition écologique et sociale au cœur de l'éducation, en commençant par l'enseignement supérieur, mais potentiellement à toutes les échelles dès 6 ans. Et cette pédagogie, elle peut aller tout au long de la vie et de la carrière. On reste un instant quand même sur la façon dont on peut justement faire changer les choses, bouger les choses de l'intérieur, notamment quand on est déjà un professionnel ou une professionnelle. L'idée aussi, c'est de se dire que ces métiers à impact, ils commencent de plus en plus à émerger, ils commencent de plus en plus à se voir dans la sphère professionnelle. Quand on parle d'impact, on parle de quoi exactement? Parce que ça peut être un terme qui peut sembler un peu générique comme ça. Ouais. Disons que, en fait, s'engager dans une carrière à impact, c'est contribuer au cœur de sa vie professionnelle à un ou plusieurs des enjeux sociaux et environnementaux. On peut repartir des ODD, par exemple, qui sont... Les objectifs du développement durable définis par l'ONU. Voilà. Mais en fait, c'est l'idée que les externalités
de son entreprise ou de son job, de son emploi directement, sont positives pour le monde. En fait, elles peuvent être neutres, négatives ou positives. Donc, on peut avoir un emploi ou une entreprise qui contribue à rejeter beaucoup de CO2, par exemple, prendre des choses qui parlent au plus grand nombre, ou qui visent à réduire l'impact écologique. Donc, voilà. Donc, cette notion un peu d'externalité positive, donc encore une fois, ça peut être environnemental, mais ça peut être aussi sur les sujets sociaux, d'inclusivité, de diversité sociale, de bien-être, de milliers de sujets, en fait. Absolument. Et donc, c'est dans le cadre de Ticket for Change que vous avez développé ces ateliers absolument uniques en leur genre. Ça s'appelle le match du siècle. On va être projeté littéralement en immersion en 2050 et imaginer justement ensemble ce futur qu'on espère plutôt désirable, en l'occurrence, ou en tout cas souhaitable. Concrètement, ça se passe comment, un match du siècle? Alors, déjà, pour commencer, cette notion de match, c'est pas match au sens compétition, mais c'est plutôt la notion de rencontre. Ce match du siècle, c'est vraiment une aventure à la rencontre de ses rêves, effectivement, pour le futur, mais aussi de ses talents. D'acteurs du changement. Donc c'est un atelier de 2h30, 3h qu'on a pensé comme une aventure collective. Donc il y a vraiment cette notion de coopération au cœur de la dynamique. Ludique, parce que quand on prend du plaisir, on est déjà plus enclin à s'engager et à y croire et à remettre de l'optimisme. Et aussi immersive, donc vous parliez de cette aventure en 2050, en fait, pendant ces 2h30, on voyage effectivement en 2050, mais dans lequel on va libérer les imaginaires et les possibles pour effectivement rêver un futur plus désirable, plus écologique, plus juste, plus durable. Et ça, par la magie de la mise en commun de nos imaginaires. Et voilà. Alors, je sais que vous ne voulez pas qu'on en dise trop quand même sur le déroulé très précis d'un workshop, d'un atelier du match du siècle, parce qu'il faut laisser pour les futurs participants et participantes un peu aussi de place à la surprise pour cette immersion. Mais quand même, est-ce qu'il y a des ressorts, des techniques particulières pour pouvoir justement booster cette créativité, booster l'ouverture de ces chakras pour le futur et se dire qu'on peut tout imaginer ensemble? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On va garder le suspense. Non, mais en fait, peut-être 3 intentions. L'une qui est, on l'a dit, de libérer les imaginaires, s'autoriser à rêver quelque chose de plus positif. Et pour ça, par des mécaniques effectivement un peu d'immersion, de voix off, de récits, on amène effectivement les participants en 2050. Et après, les 2 autres intentions, c'est de partir à la rencontre de ses talents. Et la dernière, de construire, de s'engager dans un projet pour premier petit pas, pour d'acteurs du changement, donc faire en sorte que ce rêve qu'on a posé, on puisse y contribuer via ses talents. Donc on passe par des phases de dessin, de jeu de cartes, de discussion en groupe, où le groupe va beaucoup contribuer à faire émerger effectivement vos talents, puis aussi votre projet. Oui, finalement, on se rend compte qu'imaginer ce futur, ces possibilités, c'est finalement très humain comme façon de faire, si j'ose dire. On oublie un petit peu la technologie vers laquelle on veut souvent trop se projeter dans un futur à échéance 2050 et on continue à en discuter, à en parler ensemble, à l'imaginer de façon extrêmement pragmatique. La bonne nouvelle, c'est que vous avez adapté le match du siècle, encore une fois, à tous les publics. C'est des ateliers que vous meniez plutôt en entreprise jusqu'à présent. Vous les avez adaptés pour justement l'univers justement des étudiants et des étudiantes. Ça s'est déroulé, en tout cas, une partie majeure du match du siècle s'est passée il y a quelques jours, du 12 au 20 septembre. Vous avez amené 1000 étudiants sur 3 campus différents à réfléchir justement à ces futurs plus souhaitables et plus désirables. Kedge Bordeaux et également Kedge Marseille ont participé. L'Institut supérieur de l'environnement de Paris, là aussi, s'est prêté au jeu. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers de ces étudiants et de ces étudiantes que peut-être finalement, quand on a la possibilité de mettre les mains dans le cambouis du futur, on en a moins peur?
Alors peut-être première bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a une très forte envie chez les étudiants qui arrivent là d'agir, de prendre le sujet en main, même si on parle d'éco-anxiété, en vérité, il y a des idées, il y a des rêves, il y a des envies d'agir qu'il faut du coup guider, prendre par la main, mettre en confiance. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. D'ailleurs, je crois qu'il y a une étude du RESES qui disait que 70% des étudiants d'aujourd'hui considèrent que le critère d'impact de leur future carrière est un critère important. Absolument. Donc voilà, donc les chiffres sont aussi là, c'est pas qu'un ressenti. Et aussi, ce que je trouve ce qui était assez beau à voir, c'est que donc on était sur une journée de rentrée, donc avec une promo qui ne se connaît pas, qui se découvre aussi. Donc ils ont eu la matinée ensemble et donc l'après-midi, ils rentrent dans une dynamique de coopération. Et je pense que ça, c'est aussi un levier clé, une compétence clé du 21e siècle qu'il faut pousser, c'est notre capacité à coopérer, donc aussi à s'écouter, à être dans des dynamiques d'empathie et de co-construction. Et je pense que construire le monde de demain, c'est aussi le co-construire et avec nos différences de point de vue. Et, Mais j'ai envie de dire, si ça se passe déjà le jour de la rentrée, c'est vraiment du team building au pied de la lettre. Pour le coup, on construit non seulement justement des interactions sociales ensemble, mais aussi le futur. Pourquoi particulièrement Kedge, qui est une école plutôt de commerce, si je ne dis pas de sottises à ce micro, et également l'Institut supérieur d'environnement de Paris, parce qu'ils se sont assez naturellement tournés vers vous justement pour pouvoir participer à ces ateliers, ou parce que vous disiez qu'il fallait peut-être d'abord cibler des typologies d'écoles en particulier? Non, en vérité, ce sont plutôt des écoles qui sont venues à nous. Donc, et on pourrait citer aussi Green Management School, qui a aussi fait un match du siècle avec 100 étudiants avec nous. Donc, il y a, oui, déjà naturellement des écoles qui se positionnent sur ces sujets d'orientation professionnelle, de formation au métier de la transition écologique. Donc, pour elles, c'est apporter une brique en plus à leur parcours pédagogique. Mais il y a aussi de plus en plus d'écoles, alors de commerce, d'ingénieurs, mais aussi d'architecture, d'art, qui ont entendu l'appel, j'ai envie de dire, des étudiants. On a beaucoup parlé là au mois de juin des cérémonies, AgroParisTech, Polytechnique, HEC, Centrale, il y en a eu plein. Sciences Po, en fait, toutes les grandes écoles a eu un peu son discours de diplômé qui appelait le corps enseignant à intégrer la formation aux enjeux de la transition écologique et aussi l'orientation, les aider à s'orienter vers ces métiers-là, de leur vœu à considérer ces enjeux-là, à les mettre au cœur des programmes. Donc il y a eu un appel étudiant, il y a des écoles qui font déjà des choses et peut-être qu'on n'en parle pas assez. Pour le coup, Kedge a déjà une dynamique sur ces enjeux-là, mais il y a de plus en plus, je pense, d'écoles qui ont entendu l'appel et qui ont envie d'accélérer sur ces sujets-là. Et qui ont aussi besoin du coup de solutions extrêmement pragmatiques parce que évidemment, elles veulent pouvoir servir les valeurs de leurs étudiants, mais aussi montrer au futur, pourquoi pas recrues, qu'elles ont intégré ces problématiques et qu'aujourd'hui, elles ne pensent plus un curricula justement de cours, que ce soit en commerce, que ce soit sur d'autres thématiques, avec les mêmes impératifs que dans le monde d'avant. Ça leur permet aussi peut-être à un moment donné de co-construire de nouveaux outils pédagogiques. De faire appel au match du siècle et à Ticket for Change? Oui, tout à fait. En fait, alors on n'est pas les seuls acteurs à répondre à ces besoins-là des écoles. En tout cas, ce que nous, on peut leur apporter, c'est sur ces aspects notamment de connaissance de soi. Je pense que c'est... donc on parle formation aux enjeux de la transition, donc plutôt compétences techniques, mais il y a aussi les compétences plutôt soft skills, comme on dit, les compétences un peu aussi sociales. Et comportementale.
Et au cœur du sujet de se projeter dans un avenir plus durable, se projeter dans un monde qui change vite, incertain, et de construire son parcours professionnel en conséquence, il y a cette notion nous on estime de bien se connaître. Et bien se connaître, c'est aussi bien pouvoir s'interroger sans être aussi, j'ai envie de dire, trop à l'écoute de son entourage, mais en véritable écoute de soi. Quelles sont ses valeurs, quels sont ses talents, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui au contraire voilà. Donc c'est tout un champ. Quels sont mes différents types d'intelligence, et pas que forcément neurolinguistique, mathématique, il y a plein d'intelligences sociales, empathiques, etc. Et sur ces sujets-là, d'aider les étudiants à bien se connaître, à découvrir leurs talents et à aborder leur orientation professionnelle en bonne connaissance de soi, c'est effectivement des briques sur lesquelles on accompagne les écoles. Ouais. Être à l'écoute de soi pour mieux être à l'écoute des autres, c'est ce qu'on continue à faire pour construire ensemble le futur et imaginer 2050. Aujourd'hui, évidemment, avec vous, Sophie Delisle. On est aussi avec Jeanne Dreyfus, mais d'abord, avant de reprendre notre discussion, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap avec quelqu'un qui s'écoute bien, Édouard Denuau. He's quick. Oh, he's wicked. He's blowing. I race him, Joe, I race him. Oh, we doen voetbal al. Zo'n haas is een motorbike. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change, et évidemment de Jeanne Dreyfus, porte-parole d'elle-même, porte-parole surtout de ce monde de l'art et du numérique dans lequel elle nous emmène chaque semaine. Et ça tombe bien parce qu'elle a une unité derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui avec toi, on voyage au cœur des espaces fantastiques, littéralement fantastiques, parce qu'ils ont été créés par un duo d'artistes à la scène comme à la ville, Claire Barden et Adrien Mondeau. Oui, tout à fait. Un couple, en effet, dans l'art comme dans la vie, qui répond à une question. Comment donner à un livre la possibilité de s'animer sans pour autant rajouter d'autres images aux images préexistantes, autrement dit en laissant le terrain libre pour l'imagination? Eh bien, cette question, ce couple la résout à travers le livre Pop-up en réalité augmentée qui s'appelle Aqua Alta. Aqua Alta, c'est quoi? C'est l'histoire d'une maison, d'une femme, d'un homme et d'un quotidien qui rencontrent la discorde. Un jour de pluie, leur vie chavire, la montée des eaux engloutit la maison dans une mer d'encre. Et ce livre
est déjà multi-récompensé parce qu'en effet, il réussit un pari, celui d'une rencontre entre les pages matérielles du livre avec cette capillarité hypersensible de l'encre à travers la fibre du papier et la réalité augmentée, technologie qui lui fait prendre espace, sortir du cadre, venir vers nous. Donner la vie via la réalité augmentée, c'est aussi le projet qui les a animés pour leur projet Faune. Ce projet Faune, ce qui prend corps, ce n'est plus donc le papier du livre, mais les affiches dans la rue qui tapissent donc les murs de la ville et de nos imaginaires. En ce moment, ils sont visibles, ces affiches sont visibles à Savigny, le Temple ou à Fézin et dans plein d'autres villes. Il faut aller sur leur site pour regarder un peu leur actu. Ces affiches, donc Faune, elles font de la ville une sorte de jeu de piste géant où des animaux de contes d'enfants sortent littéralement des murs, de leurs planques et viennent habiter donc les quatre coins des rues et réenchanter notre quotidien urbain. Et ça donne très envie de jouer à cette chasse au trésor, justement, là aussi, des imaginaires grâce à la réalité augmentée et ce couple d'artistes si fantastique. Qui se cache derrière ces beaux projets d'ailleurs? On brûle de le savoir. Eh bien, à l'origine, donc deux personnes, Adrien Mondeau, informaticien de formation, mais aussi jongleur, danseur, autodidacte, et Claire Barden, diplômée d'Estienne et des Arts Déco. Adrien, dit-elle, cherchait quelqu'un qui habiterait son logiciel, tandis que moi, je désirais faire bouger mes paysages à l'encre de Chine. Tout commence en 2011. Ouais. Ils se rencontrent dans une résidence au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Et là, ça y est, tout commence pour eux. Ils s'associent pour donner lieu à un spectacle incroyable. Pixel, allez, extrait. Leur point de départ, le mouvement est un vecteur d'émotion. Ils sont en partenariat avec le chorégraphe Mourad Merzouki et ils vont gagner le prix SACD de la création interactive. Tous deux, ils travaillent le numérique comme un artisanat, qu'ils abordent en véritables artistes pour donner lieu à ces chorégraphies de pixels. Et ces nuées numériques, ils les obtiennent grâce à une technologie de mapping warping qu'ils développent ligne par ligne, point par point, avec parfois la collaboration d'une société qui s'appelle Anome. Et il y a en fait ce que d'aucuns appellent dans ces incroyables œuvres d'art une technomagie, c'est-à-dire une synergie, si je cite Michel Maffezoli qui préface le livre de Claire Barden, Récréation, qui est paru en 2009 aux éditions CNRS, une synergie de l'archaïque et du développement technologique. Alors c'est très beau, dit surtout par Michel Maffezoli, puis on voyait ces images absolument fantastiques de ce spectacle. Dis donc, je me trompe ou ça fait quand même référence à notamment un des univers dans lequel tu nous as amené pas plus tard que mardi dernier sur ce plateau, les œuvres exposées en ce moment à la Gaîté Lyrique à Paris? Tout à fait, alors c'est une œuvre, une exposition qui avait eu lieu en 2020, dont je vous ai parlé mardi en effet, qui s'appelle Faire corps. Et en fait, on regarde d'abord un extrait juste avant d'en parler. Ne faire qu'un avec notre présent électronique. C'était la promesse donc de cette exposition, ne faire qu'un mais pour le meilleur, pas pour le pire. Dans cette expo, le corps du public, c'était une composante essentielle de l'exposition, donc qu'il soit assis au sol, sur la moquette, debout, statique ou en mouvement, le public agissait sur le mouvement des images. C'est qu'en effet, ce que visent ces artistes, c'est la plus grande souveraineté technique possible. Et c'est aussi la promesse de leur prochaine pièce qui doit avoir le jour prochainement, le 8 novembre, au Centre Phi à Montréal, au Canada. Le nom de la pièce, Dernière minute. Et la première a eu lieu cette année à Montpellier, à la Halle Tropisme. La première a eu lieu à Montpellier, mais pourquoi dernière minute? Eh bien parce que le point de départ de cette pièce, c'était la dispersion des cendres du père de Claire Barden, au bord de la mer, dans la baie du Mont-Saint-Michel dont elle est originaire.
alors que l'artiste était enceinte, et il y avait une sorte de minute blanche qui se créait où un être n'était pas encore disparu, tandis qu'un autre n'était pas encore véritablement apparu. Et là, une jetée donc de particules, la beauté d'une minute suspendue éternellement, une expérience métaphorique de transformation. On le voit dans ces images de gravures préparatoires de Claire Bardenne, les éléments, l'eau, les nuages, le feu apparaissent comme autant d'états transitoires de la matière. Et le noir et blanc de la gravure, il va être transposé dans le noir et blanc du numérique. Économie de moyens rime ici avec force de l'impact. Dans un récit performé de 30 minutes, on a pour les danseurs et les spectateurs un même sort, une plongée dans un univers qui est instable, réactif au moindre battement de main, au moindre battement de corps, où le sacré est remplacé par le magique, où les récits sont habités par un nouvel animisme technomagique. Voilà. Tout simplement. Drop the mic. Jeanne Dreyfus, bravo. Merci pour ce voyage. Ça donne vraiment très envie de se plonger dans l'œuvre numérique et aussi sensorielle de ce duo d'artistes. Sophie, je vous voyais là aussi, je vous émerveillais. Cette notion de technomagie, je trouve ça incroyable, cette capacité effectivement à concilier, réconcilier. On a tendance à opposer l'artisanat, l'art à l'ancienne, la technologie d'un côté. Je trouve ça, c'est un pari incroyable et ça a l'air fou. Et ça fait aussi écho à une certaine multidisciplinarité, pluridisciplinarité, des outils que vous utilisez aussi pour pouvoir imaginer ce monde en 2050, ce monde de demain, l'appréhender de façon différente. Le recours aux artistes, c'est quelque chose que Ticket for Change favorise notamment. En tout cas, nous, on croit beaucoup au fait qu'il est important de laisser de l'espace au corps et au cœur. Au-delà de notre cerveau en général, la tête, on sait bien l'exploiter, se poser 1000 questions, réfléchir avec sa tête, ça, on sait faire, on a appris. Mais parfois, on s'autorise moins ou on n'a pas appris, à aussi s'écouter au niveau émotionnel et aussi qu'est-ce qui se passe quand on fait les choses aussi avec son corps, avec ses mains, avec tout son corps. Et ça, c'est vrai que ça fait partie, c'est au cœur de nos pédagogies, de tous les programmes, toutes les expériences qu'on propose, et dans le cadre de l'orientation professionnelle, qui n'est pas forcément... voilà, mais on estime que, en fait, c'est prouvé, que c'est puissant. Encore une fois, on en revient sur la connaissance de soi, l'identification de ses aspirations profondes au service de son projet professionnel. Voilà, il est important d'aligner la tête, le cœur et le corps. Et donc, oui, les médiums artistiques, en tout cas le dessin, la danse, le mouvement, sont des choses des ingrédients qu'on peut mettre au cœur de nos pédagogies. L'art et la manière d'imaginer le futur. On refait le match 2050 dans une deuxième partie, justement, de l'École du futur aujourd'hui. Une deuxième partie, la deuxième partie de l'École du futur. On est toujours en plateau avec Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change, et avec Jeanne Dreyfus, notre enquêtrice de l'art adorée, unique et préférée, pour justement comprendre comment est-ce qu'on imagine ce futur, comment est-ce qu'on trouve une solution aussi à l'éco-anxiété, qui est un sentiment éprouvé par 85% des étudiants et des étudiantes. Est-ce que le fait de se dire qu'on peut donner du concret, on peut donner du tangible, on peut donner à voir, à imaginer ces nouvelles topies, ces nouvelles façons de parler du futur, c'est, encore une fois, le remède numéro 1, le vaccin numéro 1 à l'éco-anxiété. Ce qui est sûr, c'est que se rendre compte que on n'est pas seul, on parlait d'éco-anxiété, souvent sentiment de solitude, se rendre compte qu'on n'est pas seul à se dire qu'il faut faire quelque chose, et voire même qu'il y a une communauté de gens qui font des choses formidables, qui ont de l'impact. Déjà, ça peut être rassurant, ça peut donner envie d'en faire partie, sentir partie prenante d'une communauté positive qui transforme le monde. C'est pour ça que nous on parle de communauté. Ticket for
for Change, de communauté Majusec. C'est important aussi, au-delà de l'atelier, de pouvoir donner l'occasion à tous ces participants de rejoindre cette communauté et de continuer en fait leur cheminement. Donc oui, important de se dire que des choses existent déjà et après de les illustrer. Donc c'est de se rendre compte très concrètement en fait quels sont les acteurs, les solutions, les entreprises, les métiers, enfin rendre concret. Donc on essaye aussi au maximum de donner des rôles modèles, des exemples inspirants de personnes qui ont changé 3 fois de voie professionnelle, qui ont lancé une entreprise. Voilà, je sais pas, je pense au Drive tout nu, un drive zéro déchet. Le drive tout nu. Voilà, tout nu, c'était le premier Comme tout drive. nu et culotté. C'est que ça. Tout nu, zéro déchet. Donc un supermarché en mode drive, mais dans lequel il y a zéro plastique, zéro déchet. Juriste. On est D'accord. tout nus. D'accord, ok. Non, Mais vous pouvez faire bien. Pourquoi pas, le futur peut être nature s'il veut, on n'en sait rien. Ça veut dire aussi que c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir du concret aussi sur ces fameux métiers du futur. On le sait ici, c'est un de nos chiffres préférés, 85% d'entre eux sont encore en cours de co-création ou de création tout court pour 2030. Quand on parle de métiers à impact, et on a déjà défini cette notion d'impact dans la première partie de cette émission ensemble, Sophie, mais on parle de quel métier concrètement ? Ouais. Donc effectivement, vous le dites bien, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. On parle des métiers de demain, les métiers verts. L'ADEME donne aussi un chiffre, c'est 1 million de métiers verts d'ici 2030 ou 50. Donc il y a effectivement des nouveaux métiers qui émergent. Mais il y a aussi des métiers d'aujourd'hui qu'il faut qui doivent vivre leur transition. Je m'explique. Voilà, l'ingénieur de demain, comment dans son métier, il prend en compte les données, les limites planétaires, les enjeux écologiques, comment une personne qui fait du marketing. Le but est quand même de vendre en général des produits, le fait avec une conscience écologique ou sociale, ou aussi parce qu'on parle beaucoup d'écologie là, mais aussi des vrais enjeux sociaux, exemple l'égalité homme-femme. Enfin voilà, ça peut être un sujet aussi au cœur à prendre en compte au cœur de son métier. Donc il y a vraiment ce sujet de intégrer la prise en compte de ces enjeux au cœur des métiers existants, et c'est à l'échelle de toute la société. Et effectivement, tout un tas de nouveaux métiers qui vont exister. Je sais pas, là, je pense à la résurgence de la consigne. En fait, voilà, on parlait du drive tout nu tout à l'heure, mais il y a plein de nouvelles épiceries ou de e-commerçants qui remettent au goût du jour la consigne. Je pense par exemple à Oé, qui est une marque de vin qui est consignée, une marque de collants aussi consignée. Enfin voilà, c'est plein de. Ça peut être donc soit des nouveaux métiers, mais c'est aussi des métiers d'hier ou des modes de consommation d'hier qui reviennent en fait au goût du jour. Absolument. Ça veut dire que cet impact, il est extrêmement concret. Il est mesurable et il n'est pas forcément futuriste dans une version peut-être un peu fantasmée des professions notamment liées au numérique et à la technologie. Comment est-ce qu'on y va vers ces métiers à impact ? Quelles sont les formations aujourd'hui qui nous permettent de le faire ? On évoquait tout à l'heure ce besoin aussi d'avoir peut-être une formation à la transition écologique et sociale qui soit là aussi plus transverse. C'est notamment une proposition que Jean Jouzel avait formulée, on l'avait reçue d'ailleurs dans l'École du Futur pour en parler, une proposition de formation transverse à la transition environnementale, Bac+5, qui puisse justement émailler tous les secteurs des écoles, justement, et de ces grandes écoles de transition. Une proposition qu'il avait formulée et portée auprès du ministère de l'Enseignement supérieur au printemps dernier. Je crois que vous faisiez d'ailleurs partie des communautés, des acteurs interviewés par Jean pour pouvoir mettre au point, justement, cette formation et cette proposition. Donc effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il est urgent de former, et encore une fois, en commençant sans doute par l'enseignement supérieur, l'ensemble des étudiants à ces enjeux. Il y a tout un tas de nouvelles formations qui ont émergé sur le territoire. Alors,
Malheureusement, voilà, c'est peut-être ce qui manque, c'est un espace qui centralise tout ça, qui donne une visibilité à l'ensemble des possibles aux étudiants de demain. Moi, je peux vous inviter peut-être à vous rendre sur le site des grandes écoles de la transition. On a recensé plus de 300, quasiment 400 formations diverses et variées, scientifiques ou autres, sur ces sujets de la transition écologique et sociale. Et après, c'est aussi dans les formations existantes, venir, on en parlait tout à l'heure, l'appel des étudiants, mais venir intégrer comme brique pédagogique indispensable ces enjeux-là. Et même au-delà du contenu pédagogique, c'est aussi repenser ces relations avec, c'est souvent, quand on parle en tout cas d'écoles supérieures, type ingénieur, commerce, c'est souvent des écoles qui sont aussi en lien avec le marché du travail, donc ayant des partenariats avec des entreprises qui recrutent. Donc c'est comment aussi elles peuvent donner des horizons d'employabilité et créer des nouveaux partenariats avec d'autres entreprises qui sont peut-être plus vertueuses sur ces sujets-là. C'est aussi au niveau de la recherche scientifique qui peut être fait dans certaines écoles, intégrer des sujets de recherche sur ces sujets-là. Voilà, donc la transition de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de après, encore une fois, je pense que ça bouge. Sans doute pas assez vite et pas assez, mais il y a peut-être besoin d'une impulsion aussi politique de l'exécutif pour aller plus vite et aller plus loin. Et pouvoir justement faire perfuser ces propositions et que ces grandes écoles de la transition dont vous nous rappelez l'utilité du site pour pouvoir avoir un endroit de curation, de sélection, d'information aussi pour savoir qui parmi les écoles de l'enseignement supérieur propose ce type de formation, que ce soit fait de façon beaucoup plus simple aussi et beaucoup plus directe pour accompagner justement cette transition et ces nouveaux métiers. Il y a quand même une question, moi, qui continue à me tarauder. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne fait pas de l'impact washing ? Il y a un moment où on parlait beaucoup de greenwashing, justement, quand dans d'autres périodes, on parlait d'environnement et s'assurer que les entreprises, notamment, et les grandes entreprises de ce monde, n'utilisaient pas le recours aux solutions environnementales comme des arguments marketing purs et simples. Aujourd'hui, on parle d'impact. Comment est-ce qu'on s'assure que, justement, ces écoles, ces entreprises sont dans une démarche sincère ? Ouais. Alors, il peut y avoir différents types d'entreprises qui mettent l'impact vraiment au cœur de leur business. Vous avez tout ce qui est, peut-être que vous connaissez l'économie sociale et solidaire, représentée notamment par beaucoup d'entreprises dites sociales et solidaires, qui ont en fait un statut juridique, souvent d'entreprise à raison d'être. Donc, vraiment au cœur de leur raison d'être, il y a cet impact social, encore une fois, ou écologique, qui est au cœur du modèle et qui est vraiment l'objectif et l'intention de l'entreprise. Et après, il y a aussi tout ce qui se passe, le mouvement, la transition qui peut s'opérer dans des entreprises plus classiques qui sont à but lucratif, qui ont été créées pour ça, mais qui veulent mettre en place effectivement des dynamiques de transition au cœur de leur modèle. Et là, effectivement, pour s'y retrouver, c'est entre voilà, une entreprise qui fait des petites choses, peut-être du greenwashing, des entreprises vraiment vertueuses qui font des choses. Peut-être pour donner quelques repères, il y a peut-être 2 modèles d'entreprises à connaître. C'est celles qui sont certifiées. Il y a maintenant une certification mondiale qui s'appelle B Corp, qui est une liste de critères à respecter pour obtenir sa certification, qui va notamment regarder à quel point donc les externalités, on parlait des externalités positives de l'entreprise, mais aussi le partage de la gouvernance, le partage du pouvoir, le partage de la valeur de l'entreprise. Donc aussi des questions autour de voilà aussi comment orchestrer la dynamique aussi managériale en interne. Enfin, il y a tout un tas de critères. Donc ça peut être effectivement déjà un indicateur. Une entreprise B Corp a priori est certifiée pour, donc plutôt un gage de crédibilité sur ces sujets-là. Un autre type d'entreprise, ce sont les sociétés à mission. Pareil, si vous voulez vous renseigner, c'est aussi un autre modèle qui, dans ses statuts juridiques, s'engage à et qui, dans son modèle de gouvernance et de ses parties prenantes qui vont un peu évaluer la performance de l'entreprise, n'a pas que des critères économiques, mais aussi d'autres critères, et les parties prenantes qui valident un petit peu le résultat de l'entreprise ne sont pas que des parties prenantes internes en fait, mais aussi des représentants de la société civile. Donc des entreprises qui là aussi affichent les couleurs de leur valeur et dont on peut là aussi avoir un retour, une mesurabilité finalement de l'impact pour
éviter justement cet impact washing dont on parlait ensemble. Finalement, vous vous dites quoi? Qu'avec tous ces ateliers, le match du siècle, porté par Ticket for Change, déjà l'idée c'est de pouvoir se transformer soi, pour mieux comprendre comment on peut transformer le monde. Et finalement, l'impact positif, il vient tout simplement parce qu'on a plus confiance en soi, parce qu'on a plus confiance en le futur, tout simplement. C'est tout à fait ça, et se rendre compte que en fait, chacun à son échelle, on a la capacité de faire des choses, et que si déjà tous collectivement on fait et s'engager encore une fois dans sa vie professionnelle, ça serait c'est encore plus puissant que s'engager dans sa vie personnelle. C'est déjà, je félicite toutes les personnes qui font des petits gestes au quotidien, qui renoncent à l'avion, qui mangent moins de viande, tout ça, c'est très très bien, mais ça ne suffira pas. Et donc faire le choix d'une activité professionnelle qui en tout cas a des externalités positives sur le monde, en tout cas qui limite les externalités négatives, ça peut être vraiment contributeur. Et donc donc vraiment l'intention de ce format ou d'autres choses qu'on fait chez Ticket for Change, c'est, nous on parle d'activer les talents d'acteurs du changement. Donc c'est d'aller chercher effectivement en soi quels sont ces talents uniques, ces talents spécifiques en général, ces zones aussi qui nous donnent de l'énergie et sur lesquelles on sait faire des choses incroyables, et de trouver effectivement comment les mettre en action dans un projet professionnel. Et le deuxième effet très positif, c'est qu'en général, on prend du plaisir. Et quand on prend du plaisir au travail, a priori, c'est que c'est déjà gagné. Comment justement retrouver ce plaisir à imaginer le futur, à imaginer 2050, se projeter, changer de l'intérieur pour changer la société? Merci infiniment Sophie Delisle de nous avoir aidé justement à ouvrir les chakras du futur et de l'éco-anxiété. Ticket for Change et le match du siècle, on vous retrouve évidemment sur votre site. Et puis, si vous souhaitez faire appel à Ticket for Change pour justement organiser un match du siècle, vous savez comment faire, vous allez sur leur site directement. Merci évidemment à Jeanne Dreyfus, comme toujours. On se retrouve très bientôt sur le plateau de l'École du Futur pour un autre épisode.